La vieille camionnette s'arrêta dans un grincement devant Marcus Thorne, qui avait hérité d'une cabane délabrée et d'une cabane dans les arbres branlantes, devenue la risée de la ville. Les paroles du banquier résonnaient dans son esprit. Cela ne vaut rien, c'est la fin de tout espoir. Mais alors que Marcus sombrait dans le désespoir, son fidèle compagnon Ghost ne voyait aucune ruine. Le chien d'assistance poussa un gémissement grave, son corps se raidit et ses yeux se fixèrent sur le plancher. Sans valeur, ces mots résonnèrent dans son esprit. C'était la fin de tout espoir. Mais alors que Marcus sombrait dans le désespoir, son fidèle compagnon Ghost ne voyait aucune ruine. Le chien d'assistance poussa un gémissement grave, son corps se raidit et ses yeux se fixèrent sur le plancher de la cabane, comme s'il savait que le véritable héritage était enfoui juste sous leurs pieds. Soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne. La brume matinale de l'Oregon enveloppait la petite ville de Havenwood comme un linceul, étouffant le bruit des camions forestiers qui sentaient son poumon. Pour Marcus Thorne, le silence était un répit bienvenu. Il se tenait sous le porche de sa petite cabane louée, un homme grand, la trentaine bien avancée, mince mais doté de la force nerveuse de quelqu'un qui a connu les épreuves. Ses cheveux bruns courts étaient striés d'argent aux tempes, témoignage prématuré des années qu'il passait à l'étranger. Son visage, marqué par les rides de l'inquiétude, conservait néanmoins une profonde gentillesse dans ses yeux gris qui scrutaient la lisière des arbres. Il portait son uniforme habituel, une chemise à carreaux délavée, dans les tons bleu marine et beige, laissée déboutonnée sur un simple t-shirt gris, un jean en denim usé et une paire de bottes de travail robustes qui avaient connu des jours meilleurs. À ses côtés, un magnifique berger allemand était assis avec une dignité tranquille. C'était Ghost, un chien d'assistance à la retraite âgé de 9 ans, dont l'épais pelage était un mélange saisissant de gris et de blanc. Ses yeux ambrés et intelligents ne manquaient en rien. Il était l'ombre de Marcus, son ancrage, la seule âme vivante qui comprenait vraiment le silence qui enveloppait souvent le vétéran. Ghost était avec lui depuis sa dernière mission, une présence constante pendant les longues nuits où les fantômes du passé venaient à le hanter. Le cliquetis d'un vieux camion qui approchait rompit le calme matinal. C'était M. Gable, le facteur de la ville, un homme jovial au visage rond et au sourire permanent. Il fit un signe de la main en s'arrêtant devant la boîte aux lettres, au bout de l'allée en terre battue. « Bonjour Marcus, j'ai quelque chose d'officiel pour vous aujourd'hui », dit-il en brandissant une enveloppe rigide de couleur crème. Marcus acquiesça d'un signe de tête, ses mouvements économes, tandis qu'il se dirigeait vers la boîte aux lettres. Ghost tapota silencieusement à côté de lui, remuant lentement la queue. L'enveloppe semblait lourde dans sa main. Elle provenait d'un cabinet d'avocats de Portland. Son cœur battit légèrement, nerveux. Le courrier officiel signifiait généralement de mauvaises nouvelles, une autre facture qu'il ne pouvait pas payer, un autre rappel que son emprise précaire sur cette vie lui échappait. De retour sous le porche, il ouvrit l'enveloppe avec son pouce calleux. Le jargon juridique flottait devant ses yeux, mais quelques mots ressortirent, nets et clairs. Caleb Sterling, décédé. Testament, seul bénéficiaire. La tasse de café dans son autre main tremblait. Caleb, il n'avait pas eu de nouvelles de Caleb Sterling depuis des années, pas depuis qu'ils s'étaient séparés après la fin de leur service en 2018. Caleb était le brillant, l'ingénieur discret qui pouvait tout réparer, celui qui voyait des schémas là où les autres voyaient le chaos. Marcus ferma les yeux, une image vivante du visage souriant de Caleb, souriant, qui lui revint à l'esprit. Il avait entendu dire que Caleb était retourné dans l'Oregon pour trouver la solitude dans les vastes forêts, mais ils avaient en perdu contact et maintenant il était parti. La lettre indiquait que Caleb lui avait laissé toute sa succession, un terrain situé au cœur de la forêt nationale de Slug. L'actif le plus notable était une cabane dans les arbres. Une vague de confusion envahit Marcus. Une cabane dans les arbres ? Pourquoi lui ? La nouvelle s'installa dans son estomac comme une pierre. Il avait hérité de quelque chose, mais le poids de cet héritage ressemblait plus à un fardeau qu'une bénédiction. Il croulait déjà sous les dettes, ses allocations d'invalidité couvrant à peine son loyer et sa nourriture. L'idée de prendre en charge une propriété probablement en mauvais état et grevée d'impôts le remplissait d'un sentiment familier d'angoisse. Plus tard dans la journée, il s'assit dans le bureau exigu de M. Henderson, le seul agent de crédit de Havenwood. M. Henderson était un homme corpulent dont le costume semblait trop petit. Son bureau était recouvert d'une montagne de papier. Il regarda Marcus par-dessus ses lunettes de lecture, le visage empreint d'un mélange de pitié et d'impatience. « Écoutez, Marcus, dit-il d'une voix lasse et fatiguée, j'ai déjà prolongé votre ligne de crédit 2 fois, la banque ne peut pas faire plus. Vous avez 3 mois de retard. » « Je sais, monsieur,
Mais j'ai reçu des nouvelles aujourd'hui, dit Marcus d'une voix basse. Il expliqua l'héritage. Il s'agissait d'une propriété avec une cabane dans les arbres. Monsieur Henderson se pencha en arrière et laissa échapper un petit rire sans humour. La maison de Caleb Sterling, mon garçon. Tout le monde dans le comté a entendu les rumeurs à ce sujet. Caleb parlait souvent de son petit projet, une cabane branlante dans un vieux chêne qui se délabrait depuis des années. Ce n'est pas un atout, c'est un handicap. Les arriérés d'impôts à eux seuls dépasseraient la valeur du terrain. Il secoua la tête. Je suis désolé pour votre ami, mais cet héritage n'a aucune valeur. Il ne fait qu'aggraver votre situation. Le ton définitif du banquier éteignit la dernière lueur d'espoir. Il quitta le bureau avec le poids du monde sur les épaules. Les regards compatissants de la ville le suivirent dans la rue. Sans valeur, non. Le mot résonnait dans son esprit. Le lendemain matin, il conduisit son vieux pick-up brinque-ballant dans la forêt, Ghost assis calmement sur le siège passager. Ils arrivèrent à une petite clairière, telle qu'elle avait été décrite. Il y avait une petite cabane délabrée au sol et, plus loin, une cabane dans les arbres simples et tristes, perchée de manière précaire sur les branches d'un grand chêne. C'était exactement le spectacle sans valeur qu'on lui avait promis. Le cœur lourd, Marcus poussa la porte grinçante de la cabane. L'air à l'intérieur était chargé de l'odeur de la terre humide et du bois pourri. Il passa les heures suivantes dans un brouillard d'efforts futiles à déblayer les débris, l'esprit engourdi par le désespoir. C'était la fin, mais quelque chose changea alors. Ghost, qui observait patiemment depuis un coin, se mit soudain au garde-à-vous, dressa les oreilles et laissa échapper un gémissement grave. Il se dirigea vers le centre de la petite pièce et se mit à renifler intensément le sol, puis il se mit à gratter le bois pourri avec ses pattes puissantes. Il regarda Marcus, aboya d'un ton sec et insistant, puis retourna à sa tâche. Marcus observait, perplexe. Ce n'était pas un comportement aléatoire, mais concentré et délibéré. Cela lui rappela les signaux spécifiques que Ghost utilisait pour indiquer un objet caché. Un souvenir refit surface, une conversation avec Caleb sous un ciel étoilé dans le désert. Caleb avait parlé de Ghost, de la manière unique dont il l'avait dressé, lui apprenant des signaux que personne d'autre ne comprendrait. « Fais confiance au chien, Marcus, » avait dit Caleb. « Il voit des choses. » Une poussée d'adrénaline traversa son désespoir. Il attrapa un pied de biche dans son camion et, s'agenouillant à côté de Ghost, il coinça l'outil sous la planche que le chien avait indiquée. Le bois gémit avant de se fendre et de céder. Nichée dans la terre sombre et fraîche se trouvait une boîte métallique lisse, complètement déplacée dans le décor rustique et délabré de la cabane. Les mains tremblantes, Marcus la souleva. Elle verrouillée. Il ouvrit le couvercle. À l'intérieur, reposant sur un lit de velours noir, se trouvaient en deux objets. Le premier était une lettre scellée à la cire, avec son nom écrit sur le devant dans le. Le second était une clé. Elle ne ressemblait à aucune autre clé qu'il ait jamais vue. C'était un bel objet complexe, fabriqué à partir de bois sombre poli et d'une pierre grise lisse fusionnés ensemble dans un design à la fois ancien et futuriste. Elle semblait lourde, solide et incroyablement importante dans sa main. Le silence de la cabane en ruine pesait sur Marcus, seulement rompu par le bruit de sa propre respiration et le halètement doux du fantôme à ses côtés. Il était assis sur le sol poussiéreux, la boîte métallique ouverte devant lui. L'étrange clé était froide et lourde dans sa paume. Les derniers rayons du soleil de l'après-midi traversaient le trou béant dans le toit, illuminant les tourbillons de poussière comme de minuscules esprits en dansant. Pendant un long moment, il se contenta de fixer la lettre, l'écriture familière et régulière qui était si caractéristique de Caleb. Après avoir pris une profonde inspiration qui ne parvint pas à calmer le tremblement de ses mains, il brisa le seau de cire. Le papier était épais et de grande qualité, un autre contraste frappant avec leur environnement délabré. Il le déplia avec précaution. « Marcus, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Désolé que cela se passe ainsi. Il y a eu un accident, quelque chose de soudain, et je n'ai pas eu le temps de préparer une meilleure transition. C'était le plan d'urgence, celui que j'espérais ne jamais avoir à utiliser. Je sais que tu te poses des questions, je sais que cela n'a aucun sens pour l'instant, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance une dernière fois, comme tu l'as fait dans la cabane de sable, dans la cabane branlante sur le vieux chêne. Tout cela n'est qu'une façade, un leurre pour ceux qui pourraient te venir chercher. Le véritable héritage, le travail important, se trouve ailleurs sur cette terre, et tu es le seul en qui j'ai confiance pour le protéger. Maintenant, pour la partie importante, fais confiance à Ghost. Je sais que cela semble fou, mais je l'ai préparé pour ça.
Le signal qu'il t'a donné sous le plancher était l'un des nombreux que je lui ai appris. Il ne fait pas que renifler, il suit un protocole. Il m'a accompagné à la voie ferrée des centaines de fois, il connaît le chemin du retour. Suis-le, laisse-le te guider. La clé que tu as dans la main ouvrira la porte quand tu y seras. Sois prudent, mon ami. Ce que votre attendez-vous à trouver vaut plus que vous ne pouvez l'imaginer. Caleb Marcus lut la lettre 3 fois, les mots s'imprégnant lentement dans son esprit, luttant contre le brouillard du chagrin et de la confusion. Un accident. La finalité de celui-ci le frappa à nouveau. Son ami était vraiment parti, et, dans son dernier geste, il avait confié à Marcus une mission enveloppée de mystère. Un leurre. La cabane sans valeur et la cabane dans les arbres pathétiques étaient une diversion délibérée. Il connaît le chemin du retour. Il baissa les yeux vers Ghost, qui était assis patiemment, ses yeux ambrés fixés sur le visage de son maître, comme s'il comprenait tout. Pouvait-il faire cela ? Sa vie était un désastre. Il était fauché, hanté, et tenait à peine le coup. La voix de M. Henderson résonnait dans sa tête. Inutile. Comment pouvait-il être le gardien de quoi que ce soit alors qu'il ne pouvait même pas prendre soin de lui-même ? Mais c'était la dernière volonté de Caleb. La dernière volonté d'un homme qu'il avait sorti d'une fusillade en 2016, qui avait passé d'innombrables nuits blanches par à ses côtés, qui avait été plus qu'un frère pour lui. Il ne pouvait pas tourner le dos à cela, il lui devait bien ça. « D'accord, mon garçon, » dit Marcus d'une voix rauque. Il se leva et épousseta son jean. « Voyons voir où cela nous mène. » Il mit la clé et la lettre dans sa poche et sortit de la cabane dans la lumière déclinante. Ghost prit immédiatement la tête, non pas avec la curiosité vagabonde d'un chien en promenade, mais avec la détermination d'un soldat. Voyons où cela nous mène. Il mit la clé et la lettre dans sa poche et sortit de la cabane dans la lumière déclinante. Ghost prit immédiatement la tête, non pas avec la curiosité vagabonde d'un chien en promenade, mais avec la détermination d'un soldat en mission. Il contourna le chemin principal dans le triste chêne et s'enfonça dans la forêt dense derrière la cabane, suivant un sentier si envahi par la végétation qu'il était presque invisible à l'œil nu. Marcus le suivit, se frayant un chemin à travers les branches épineuses et se baissant sous les branches basses. L'air se rafraîchit, sentant la terre humide et les aiguilles d'Aftemound de pin. La forêt ici était différente, plus ancienne, les arbres plus grands, leurs troncs plus épais. Après environ 20 minutes de marche, le paysage changea radicalement. Les chênes et les sapins familiers laissèrent en place à une vue à couper le souffle. Un bosquet isolé de séquoias anciens. C'était un des géants, des titans d'une autre époque, leurs troncs francs massifs s'élevant comme les colonnes d'une cathédrale, leurs cimes disparaissant dans le ciel brumeux. Un silence profond imprégnait le bosquet, un sentiment de paix intemporelle qui donnait à Marcus l'impression d'être un intrus. Il avait vécu toute sa vie dans l'Oregon et n'avait jamais su que cet endroit existait. Ghost se déplaçait avec une assurance inébranlable, son pelage gris et blanc ressemblant à un fantôme se faufilant entre les troncs colossaux. Il était clair qu'il n'explorait pas, mais qu'il naviguait, suivant un itinéraire gravé dans sa mémoire, comme Caleb Lettre de Caleb l'avait promis. Il conduisit Marcus au centre même du bosquet, au pied du plus grand séquoia de tous. C'était un géant, une montagne vivante d'écorce et de bois, dont la base était si large qu'il aurait fallu une douzaine d'hommes se tenant par la main pour l'encercler. L'arbre dégageait une aura d'âge et de puissance immense. Ghost trottina avec assurance jusqu'à un endroit précis du tronc, massif, une section qui ne semblait pas différente des autres, recouverte de la même écorce épaisse et profondément rainurée. Il s'assit, regarda vers Marcus et poussa un seul aboiement doux. Marcus s'approcha prudemment, ses bottes s'enfonçant dans le lit moelleux d'aiguilles de prévoir tomber. Il passa ses mains sur l'écorce que Ghost regardait. Elle semblait ancienne et solide. Il n'y avait rien là. Il était sur le point de se détourner lorsque ses doigts effleurèrent quelque chose qui n'était pas du bois, mais une fine couture presque invisible. Son cœur se mit à battre la chamade. En suivant la couture, il suivit le contour d'une porte si parfaitement intégrée à la texture naturelle du tronc qu'elle était un chef-d'œuvre de camouflage. Et là, au centre, nichée dans une légère dépression, se trouvait une serrure qui n'était pas en métal, mais un mécanisme circulaire complexe de bois et de pierres imbriquées, correspondant exactement à la clé qu'il tenait dans sa poche. C'était ça, la véritable cabane dans les arbres, une maison à l'intérieur d'un arbre. Il sortit la clé, qui était maintenant chaude, comme si elle avait absorbé son énergie nerveuse. D'une main étonnamment ferme, il glissa la clé dans la serrure.
elle s'adapta parfaitement et s'enclencha avec un léger clic satisfaisant qui sembla résonner dans le silence sacré de la forêt de séquoia, au moment où la clé tourna. Il n'y eut pas de cliquetis bruyant ni de grincement de vieux engrenages, mais une série de doux carillons mélodieux résonnèrent à l'intérieur du bois ancien, un son complètement étranger au monde naturel qui les entourait. Avec un léger sifflement d'air déplacé, la porte camouflée pivota vers l'intérieur, révélant non pas l'intérieur sombre et creux d'un arbre, mais une chambre circulaire brillamment éclairée. L'air qui s'en échappait était frais, propre, et portait le léger parfum stérile des machines. Marcus resta figé un instant, son esprit luttant pour concilier l'extérieur rustique, écorce rustique de l'extérieur, avec la scène futuriste qui se trouvait devant lui. Ghost, cependant, ne montra aucune hésitation. Avec un calme et une confiance qui frôlèrent la nonchalance, il franchit le seuil comme s'il rentrait simplement chez lui après une longue journée. Son assurance tranquille fut la seule chose qui poussa Marcus à avancer. Il suivit le chien à l'intérieur, la lourde porte se referma silencieusement derrière eux, les isolant du monde extérieur. Et il se trouvait dans une pièce cylindrique où le bois vivant et courbé du séquoia était parfaitement intégré à l'acier poli et aux panneaux lumineux. Au centre de la pièce se trouvait un ascenseur en verre et un magnifique escalier en colimaçon fabriqué à partir du même bois sombre que la clé qui l'entourait, montant vers les hauteurs de l'arbre et descendant dans la terre en dessous. Marcus resta bouche bée. Elasm n'était pas une cabane dans les arbres, mais une merveille d'ingénierie, une installation à plusieurs niveaux cachée à l'intérieur d'un géant vivant. C'était le véritable héritage de Caleb. Il choisit l'escalier, voulant s'imprégner lentement de la réalité des lieux. Ghost tapota silencieusement à côté de lui pendant qu'il montait. Il vit que chaque niveau était un laboratoire circulaire mur extérieur, le bois vivant et respirant de l'arbre. Les fenêtres, faites d'un matériau qui ressemblait à de l'ambre cristallin, offraient une vue imprenable sur la forêt de séquoia, environnante depuis les hauteurs de la canopée. Au deuxième niveau, il trouva un poste de travail avec un grand projecteur holographique en veille. Lorsqu'il s'en approcha, celui-ci s'alluma et afficha un message de bienvenue. « Bienvenue Marcus, accès au système accordé ». Ses doigts survolèrent la surface tactile avant qu'il n'accède prudemment au répertoire principal. Il trouva un dossier intitulé « Projet Sequoia Genesis » qu'il l'ouvrit. Ce qu'il découvrit n'était pas un simple plan de construction, mais un journal détaillé couvrant une décennie de l'un des projets secrets les plus ambitieux qu'il puisse imaginer. Les documents affichés sous forme de modèles 3D interactifs révélaient que la construction de l'installation, qui avait débuté en 2014, était le fruit d'une collaboration. Il s'agissait d'un projet conjoint d'un réseau mondial d'ingénieurs et de scientifiques anonymes. Les journaux montraient des schémas de robots d'impression 3D automatisés avancés. Ces machines, les notes de Caleb expliquaient dans ces notes, utilisaient un procédé révolutionnaire pour synthétiser des matériaux de construction directement à partir des minéraux et des composites présents dans le sol et la roche profondément enfouie sous l'arbre. Ils avaient excavé, imprimé et assemblé l'ensemble de l'installation de l'intérieur vers l'extérieur, un processus lent et silencieux qui n'avait laissé presque aucune trace à la surface. C'était une construction sans convoi, sans bruit et sans témoin. Marcus ressentit un vertige étourdissant. L'ami discret et sans prétention avec lequel il avait servi avait joué un rôle clé dans une entreprise internationale clandestine aux proportions stupéfiantes. Quittant la console, lui et Ghost commencèrent à explorer les laboratoires. Le premier était dédié à l'eau. Un système de filtration massif aspirait l'eau des racines profondes du séquoia lui-même, et après avoir traversé une série de chambres cylindriques bourdonnantes, elle s'écoulait de l'autre côté sous forme d'eau potable cristalline. À côté se trouvaient des prototypes de versions plus petites et portables, des appareils de la taille d'un sac à dos qui pouvaient fournir de l'eau propre à tout un village. Le niveau supérieur était dédié à l'énergie. Ici, les fenêtres ambrées étaient incrustées d'un réseau de fibres presque invisible. D'après les notes, il s'agissait de capteurs solaires avancés conçus pour imiter le processus de photosynthèse d'une feuille. Il pouvait en générer une puissance significative, même à partir de la lumière solaire filtrée qui traversait la canopée dense de la forêt. Mais la découverte la plus étonnante était un fichier sur l'ordinateur principal de ce niveau. Il contenait les plans architecturaux et techniques complets de maisons entièrement autonomes. Il ne s'agissait pas de simples maisons avec des panneaux solaires sur le toit, mais des systèmes de vie intégrés
conçus pour produire leur propre énergie, purifier leur propre eau, traiter leurs propres déchets et cultiver leur propre nourriture, le tout avec une empreinte carbone nulle. Il s'agissait de magnifiques structures organiques conçues pour fonctionner en harmonie avec la nature et non contre elle. Marcus s'effondra finalement dans un fauteuil du laboratoire d'énergie, la tête qui tournait. Il regarda les équations complexes et les plans à l'écran, l'aboutissement du travail de son ami. Caleb n'était pas seulement un ingénieur de génie, c'était un visionnaire, un homme qui avait non seulement identifié les, mais avait aussi discrètement, minutieusement et brillamment créé les solutions. Il baissa les yeux vers Ghost qui s'était installé à ses pieds, la tête posée sur ses pattes, le regard fixe et rassurant. Le chien avait toujours su qu'il faisait partie de ce monde secret, compagnon silencieux d'un homme qui essayait de le sauver. Le poids de tout cela finit par s'abattre sur les épaules de Marcus. La lettre, la clé, le voyage à travers la forêt, tout cela avait mené à cela. Caleb ne lui avait pas seulement laissé une propriété, il lui avait laissé un héritage, une mission, une responsabilité si immense qu'elle rendait ses propres problèmes, ses dettes, ses traumatismes passés insignifiants. Il était le gardien d'un rêve, le rêve d'un monde meilleur, et pour la première fois, depuis très longtemps, il sentit une lueur d'espoir s'allumer dans son âme fatiguée. Les premières lueurs de l'aube commençaient à filtrer à travers les hautes fenêtres ambrées de la cabane dans les arbres, projetant de longues ombres douces à travers les laboratoires silencieux. Marcus ne pas dormi. Il était assis sur une chaise dans le laboratoire d'énergie, la lueur des plans sur l'écran se reflétant dans ses yeux gris fatigués. Ghost était allongé à ses pieds, une présence chaleureuse et constante dans le silence écrasant. Le choc initial s'était estompé, remplacé par un profond sentiment de responsabilité à la fois terrifiant et revigorant. Pendant des années, il s'était senti à la dérive, un soldat sans guerre, un homme sans mission. Maintenant, Caleb lui en avait donné une, mais pour être un véritable gardien, il devait comprendre non. Seulement le quoi, mais aussi le pourquoi. Pourquoi Caleb avait-il consacré sa vie à cela et pourquoi parmi tous les habitants de la planète avait-il choisi Marcus, un vétéran brisé qui n'avait rien à son actif? Il avait besoin de plus que des spécifications techniques et des journaux de construction, il avait besoin d'entendre son ami. Quittant les étages supérieurs, il retourna au poste de travail principal au 2e étage. Ghost marchait à ses côtés, ses griffes produisant un léger cliquetis sur le sol poli. Marcus ignora les fichiers dentés du projet et chercha un répertoire plus personnel. Il le trouva, un seul fichier crypté intitulé simplement « Journaz ». C'était en journal. Il était protégé par un mot de passe. Il essaya d'abord le plus évident, l'anniversaire de Caleb, son numéro matricule. Accès refusé. Il repensa au temps qu'ils avaient passé ensemble, cherchant un souvenir commun, quelque chose d'assez significatif pour servir de mot de passe. Une date se détachait, gravée dans sa mémoire, 1-02-2-2016. Le jour de l'embuscade, le jour où Caleb lui avait sauvé la vie, et où lui, en retour, avait fait un choix qui les avait définis tous les deux. Après avoir pris une profonde inspiration, il tapa les chiffres. Accès accordé. L'écran scintilla et le fichier s'ouvrit. Non pas sur un document texte, mais sur une série de journaux vidéo. La première vignette montrait le visage de Caleb, plus âgé, plus fatigué, mais avec la même lueur d'intelligence dans les yeux. Marcus appuya sur « Play ». L'image de son ami apparut devant lui, en taille réelle et d'un réalisme saisissant. Il se trouvait dans cette même pièce, le bois vivant du séquoia visible derrière lui. Entrée 1, Caleb commença, sa voix remplissant l'espace. Un fantôme dans la machine. Si quelqu'un voit ceci, c'est probablement Marcus, et si c'est le cas, je suis désolé de ne pas pouvoir te dire tout cela en personne. Il passa une main dans ses cheveux. La raison est simple, je travaillais pour eux, les grandes entreprises technologiques. En 2012, j'ai développé un système de purification d'eau à faible coût qui aurait pu apporter de l'eau potable à des millions de personnes. Ils l'ont mis de côté, les marges bénéficiaires étaient trop faibles. Ils ont choisi le profit plutôt que les gens. J'ai démissionné le lendemain. J'ai alors réalisé que les innovations les plus brillantes au monde sont inutiles si elles restent enfermées dans un coffre-fort d'entreprise. J'ai donc décidé de construire le mien. Marcus écoutait, captivé. C'était une facette de Caleb qu'il ne connaissait pas. Il cliqua sur l'entrée suivante du journal. 12. Le leur. Un sourire faible et malicieux effleura les lèvres de Caleb. Les habitants de Havenwood pensaient probablement que j'étais un vieux ermite fou qui construisait une cabane branlante dans un arbre. C'est parce que je voulais ce qu'ils le pensent.
Plusieurs fois par an, j'allais en ville pour m'approvisionner et je m'assurais de parler de mon petit projet. Je me plaignais du toit qui fuyait sur le chêne, de l'échelle instable. J'en ai fait une blague locale, le camouflage parfait. Personne ne cherche un secret dans un endroit que tout le monde considère déjà comme sans valeur. C'était brillant. La moquerie de la ville, le mépris de M. Henderson, tout cela faisait partie du plan de Caleb. Il passa à la dernière entrée, la plus récente. L'image était plus nette. Caleb avait l'air fatigué, les rides sur son visage étaient plus profondes. Il regardait directement la caméra et Marcus avait l'impression que son ami était dans la pièce avec lui. Entrée 42. Qui Marcus, si tu regardes ceci, cela signifie que tu as accepté ce fardeau et je sais que tu te demandes pourquoi toi. Tu n'es pas ingénieur, tu n'es pas scientifique. Tu as raison, mais c'est exactement pour ça que ça devait être toi. Caleb se pencha en avant. Tu te souviens de ce jour, le 22 octobre 2016 ? Nous étions coincés, le lieutenant Miller avait été touché et l'ordre était de battre en retraite et de l'abandonner. C'était le choix logique, celui qui sauvait le plus de vies, mais tu as refusé. Tu es retourné le chercher sous le feu. Tu m'as dit plus tard que tu ne pourrais pas vivre avec moi-même si je laissais un homme derrière moi, même si c'était la chose intelligente à faire. C'est ton don, mon ami, ta boussole. Elle ne se brise pas ni pour la logique, ni pour la peur, ni pour quoi que ce soit d'autre. Les larmes montèrent aux yeux de Marcus. Il se souvenait de la poussière, du bruit, de la terreur. Ce réseau a suffisamment d'esprit brillant, continua Caleb d'une voix douce mais ferme. Ce dont il a besoin, c'est d'un cœur, d'un gardien, de quelqu'un qui choisira toujours les gens plutôt que le profit, le bien plutôt que la facilité. Je ne te confie pas cela à cause de ce que tu peux faire, Marcus. Je te le confie à cause de qui tu es. La vidéo s'est terminée, mais l'image de Caleb était restée, témoignage silencieux d'une amitié qui avait transcendé même la mort. Marcus a finalement compris que ce n'était pas un fardeau, mais un honneur. Il a passé l'heure suivante à explorer le reste du journal. Caleb y détaillait sa mission avec une clarté passionnée. La cabane dans les arbres haine un coffre-fort pour stocker de la technologie. C'était une bibliothèque, un sanctuaire pour protéger les idées de la cupidité des entreprises jusqu'à ce qu'elles puissent être partagées librement et en toute sécurité avec le monde. Mais les dernières entrées prenaient une tournure plus sombre. Le ton de Caleb devenait plus urgent. Il mentionnait un nom à plusieurs reprises. GeoCorp Innovation. Ils savent, disait une entrée. D'une manière ou d'une autre, ils ont découvert mon travail. Ils ont commencé par des offres de plusieurs millions de dollars. Quand j'ai refusé, les offres se sont transformées en menaces, en poursuites judiciaires, en contestation de brevets. Ils essaient de me saigner à blanc pour me forcer à vendre. C'est une meute de loups qui a flairé quelque chose qu'elle veut. Je n'ai plus beaucoup de temps. La dernière entrée datait de 2 semaines avant le. Son visage était sombre. Ils deviennent de plus en plus agressifs. Je crains qu'ils ne s'arrêtent pas aux menaces juridiques. Fais attention, Marcus, ils viendront aussi te chercher. L'écran s'est éteint. Le silence dans la cabane semblait plus lourd, chargé d'un nouveau sentiment de menace. Marcus s'est levé. Le chagrin était toujours là, une douleur sourde dans sa poitrine, mais il était désormais mêlé à quelque chose de nouveau. La détermination. Caleb ne lui avait pas seulement laissé un héritage à protéger, il lui avait laissé un combat à mener à bien. Il baissa les yeux vers Ghost qui se leva et lui donna un petit coup de tête avec sa tête, ses yeux ambrés pleins d'une profonde intelligence. Ils étaient dans le même bateau, le gardien et son compagnon, et ils ne laisseraient pas le rêve de Caleb mourir. 2 jours passèrent dans un tourbillon de découvertes. Marcus et Ghost établirent une nouvelle routine dans les murs vivants de la cabane dans les arbres. Pendant la journée, Marcus se plongeait dans le travail de Caleb, étudiant les systèmes complexes, lisant des articles de recherche et essayant de saisir l'ampleur de la vision de son ami. La nuit, il regardait les journaux vidéo de Caleb, reconstituant l'histoire du réseau mondial et de l'homme qu'il avait construit. Pour la première fois depuis qu'il avait quitté le service en 2018, Marcus ressentait un sentiment d'appartenance, un but qui apaisait les fantômes agités de son passé. La cabane dans les arbres n'était plus seulement l'héritage de Caleb, mais devenait son sanctuaire. Ghost semblait lui aussi s'être adapté à cette nouvelle vie. Il restait allongé pendant des heures sur le sol frais du laboratoire principal pendant que Marcus travaillait, tel un gardien silencieux et vigilant. Mais il n'était jamais vraiment au repos. Ses oreilles tressaillaient au moindre bruit provenant de l'extérieur et il levait la tête pour tester l'air qui circulait dans le système de ventilation sophistiqué de l'installation. Le 3e matin, un son aigu retentit dans le laboratoire, un son que Marcus jamais entendu auparavant. Il en localisa la source,
un élégant téléphone satellite posé sur un socle de recharge sur la console principale. Il s'agissait d'une ligne directe et sécurisée vers le monde extérieur. L'écran affichait un appel entrant provenant d'un numéro masqué. Un nœud d'appréhension se forma dans son estomac. Il savait instinctivement de qui il s'agissait. Il laissa sonner 3 fois avant de répondre. « Bonjour, suis-je bien en ligne avec monsieur Marcus Thorne ?» La voix à l'autre bout du fil était féminine, douce, comme du verre poli, et dégageait une autorité indéniable. Elle était calme, professionnelle et totalement dépourvue de chaleur. « Qui êtes-vous » demanda Marcus d'une voix ferme. « Je m'appelle Evelyn Reed. Je suis cadre supérieur chez Geocorp Innovations. Vous appelle pour vous présenter nos sincères condoléances suite au décès de monsieur Caleb Sterling. C'était un esprit brillant et sa perte est une grande perte pour la communauté scientifique. » Marcus resta silencieux, serrant le téléphone plus fort. Ghost, sentant la tension de son maître, se leva de sa place sur le sol et vint se placer à ses côtés, un grognement grave, presque inaudible, grondant dans sa poitrine. « Monsieur Thorne » Evelyn continua d'un ton inébranlable. « Nous avons appris par les registres publics que vous êtes l'unique héritier de monsieur Sterling. Nous étions en pourparlers préliminaires avec lui pour acquérir certaines de ses recherches les plus prometteuses. Nous aimerions vous faire la même offre. Nous sommes prêts à offrir une somme à 8 chiffres pour la propriété intellectuelle contenue dans la cabane. Ce serait une somme d'argent qui changerait votre vie suffisante pour que vous n'ayez plus jamais à vous soucier de vos finances. 8 chiffres, le montant était si élevé qu'il en était presque insignifiant. Il y a 1 an, il aurait fait n'importe quoi pour une fraction de cette somme, mais maintenant, il savait que son travail valait non en dollars, mais en vies humaines. « Ce n'est pas à vendre », dit Marcus d'une voix ferme. Il y a un bref silence à l'autre bout du fil. Puis Evelyn reprit la parole, sa voix douce ayant laissé place à une pointe d'acier. « Je vois que vous ne comprenez peut-être pas la complexité de la situation. Le travail de Caleb, bien que brillant, n'a pas encore fait ses preuves. Sans les ressources d'une entreprise comme la nôtre pour le développement, les tests et la distribution, ces technologies sont non seulement sans valeur, mais elles pourraient aussi être dangereuses. De plus, la propriété intellectuelle peut être un domaine très controversé. Les brevets peuvent être contestés, l'état de la technique peut être revendiqué. Il serait dommage de voir l'héritage de Caleb s'enlise dans des batailles juridiques coûteuses pendant des années pour finalement tout perdre. Ce n'était pas une menace directe, mais l'implication était claire. « Vendez-nous votre technologie ou nous vous la prendrons. Je vais tenter ma chance, » dit Marcus avant de raccrocher. Le silence qui suivit était plus déconcertant que l'appel lui-même. Les loups n'étaient plus à la porte, ils venaient simplement d'annoncer leur présence. Au cours des jours suivants, le comportement de Ghost a radicalement changé. Le compagnon calme avait disparu, remplacé par un sentinelle vigilant. Il passait des heures à la fenêtre ambrée, regardant fixement la dense forêt de séquoias, le corps tendu, un grognement grave, constamment présent dans sa gorge. Chaque fois qu'il était près de l'entrée, il aboyait soudainement au moindre bruit. Marcus pouvait à peine percevoir le craquement lointain d'une brindille ou le faible gémissement d'un moteur au loin sur les chemins forestiers. Ses instincts, aiguisés par des années de service et le conditionnement spécifique de Caleb, lui criaient qu'il n'était plus seul. Un après-midi, alors que Marcus examinait les schémas des capteurs externes de la cabane, Ghost se mit à faire les 100 pas. Agité, il allait vers la porte, puis revenait vers Marcus, lui donnant un petit coup de nez humide avant de pousser un gémissement de frustration. Il essayait de lui dire quelque chose. « Qu'y a-t-il, mon garçon » demanda Marcus en caressant la tête du chien. « Qu'entends-tu ? Fais confiance au chien » lui rappela Caleb, lui revinrent à l'esprit. Marcus se rendit à la console de sécurité, une section du système principal qu'il n'avait pas encore explorée. Il activa les capteurs périmétriques. Une carte 3D détaillée de la forêt de séquoias environnante apparut sur l'écran holographique. Il lança un balayage complet du spectre. Pendant quelques instants, rien ne se passa, puis le système se mit à émettre des signaux sonores. Des points rouges apparurent sur la carte, dispersés parmi les arbres géants qui les entouraient. Il zooma sur l'un d'eux. Le système l'identifia comme une micro-caméra camouflée en morceaux d'écorce, dont l'objectif n'était pas plus gros qu'une tête d'épingle. Il effectua un nouveau balayage et en trouva 3 autres, placés stratégiquement pour couvrir entièrement l'entrée. Son sang se glaça, puis le système l'alerta d'une anomalie aérienne. Il dirigea les capteurs vers le haut, au-dessus de la canopée. Presque invisible dans le ciel bleu vif, un drone planait silencieusement, ses capteurs optiques avancés pointaient directement vers leur emplacement. Ils n'étaient pas seulement observés, ils étaient sous surveillance. Le poids de l'avertissement de Caleb s'abattit sur lui.
Les menaces juridiques d'Evelyn Reed n'étaient qu'un premier pas. Geocorp jouait pour gagner. Il baissa les yeux vers Ghost, qui était maintenant assis calmement, sa mission accomplie. Il avait averti son maître et son maître l'avait écouté. Marcus posa une main sur le, sentant le rythme régulier de sa respiration. La peur était réelle, un nœud froid dans son estomac, mais elle était éclipsée par une féroce colère protectrice. Ils avaient menacé son ami et maintenant ils venaient le chercher. Ils avaient envahi son sanctuaire. Il ne s'agissait plus seulement de protéger un héritage, c'était personnel. La découverte des dispositifs de surveillance avait tout changé. La cabane dans les arbres ne ressemblait plus à un sanctuaire, mais à un avant-poste assiégé. Une paranoïa froide et calculée s'empara de Marcus. Il passa les jours suivants, dans un état d'alerte maximale. Son ancien entraînement reprit le dessus et il désactiva les caméras externes que Geocorp avait installées à l'aide d'une impulsion électromagnétique ciblée qu'il trouva dans les protocoles de sécurité de la cabane. Il savait que c'était une mesure temporaire, un moyen de leur faire savoir qu'il était au courant, mais c'était un début. Il consacra son temps à étudier les systèmes de sécurité, à apprendre les défenses de la cabane et à essayer d'anticiper le prochain coup de Geocorp. Il était redevenu un soldat, analysant la menace et préparant une défense. Ce travail était épuisant, repoussant ses propres démons au fond de son esprit et les remplaçant par un danger clair et présent. Ghost restait son partenaire silencieux dans cette nouvelle mission. La vigilance du chien ne faiblissait jamais. Il était une alarme vivante et respirante, ses sens bien plus aiguisés que n'importe quelle technologie. Marcus se surprit à se fier aux subtils changements dans la posture de Ghost, le frémissement d'une oreille, le grondement sourd de sa poitrine. C'est au cours d'un de ces longs après-midi tendus, dans le laboratoire situé au niveau le plus bas, le plus proche de la base de l'arbre, que le comportement de Ghost passa d'une vigilance générale à quelque chose de spécifique et d'étrange. Marcus était à son poste de travail, étudiant les schémas du système racinaire collecteur d'eau des racines, lorsqu'il remarqua la posture étrange du chien. Ghost était allongé à plat sur le sol, exactement au centre de la pièce, le corps rigide, la tête appuyée contre le sol poli, qui était une fusion parfaite entre le matériau synthétique et le bois vivant du cœur de l'arbre. Ses oreilles remuaient, de manière erratique, comme s'il écoutait quelque chose au plus profond de la terre. Un gémissement grave et continu s'échappait de sa gorge, un son de confusion ou de détresse. Il regardait ni la porte ni les fenêtres, il était entièrement concentré sur le sol sous lui. Marcus s'agenouilla à côté de lui. « Qu'y a-t-il, mon garçon ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ghost ne réagit pas à son contact. Son attention était complètement captivée par ce stimulus invisible. Marcus colla son oreille au sol, mais n'entendit rien d'autre que le faible bourdonnement ambiant de l'installation. Il se souvint de la lettre de Caleb. « Je l'ai préparé à cela. Le signal qu'il t'a donné n'était qu'un parmi tant d'autres. Je lui ai appris que c'était un autre signal, une réponse spécifique entraînée à un déclencheur que seul Ghost pouvait percevoir. » Marcus regarda l'endroit sur le sol. Il était sans joint, impossible à distinguer du reste de la surface polie. Il n'y avait ni poignée, ni joint, ni indication de quoi que ce soit de caché. Il retourna au poste de travail principal, l'esprit en ébullition. Il consulta les schémas architecturaux du laboratoire inférieur. Condesra, plan montrant une fondation solide intégrée à la racine pivotante principale, rien. Il accéda alors aux notes de recherche personnelles de Caleb, à la recherche des mots-clés « signal audio, fantôme, déclencheur ». Il trouva une courte note technique enfouie dans un sous-dossier sur l'ingénierie acoustique. Elle décrivait un émetteur ultrasonique à basse fréquence conçu pour fonctionner à une fréquence bien supérieure à la gamme audible par l'oreille humaine, mais parfaitement audible pour un chien. Caleb l'avait conçu comme un dispositif de sécurité, un moyen de révéler le secret le plus profond de l'installation, mais uniquement à quelqu'un accompagné de Ghost. La note comprenait un schéma. L'émetteur était situé directement sous le centre du sol du laboratoire et était activé par une séquence de plaques de pression. Marcus regarda le sol, puis revint au schéma. Il y avait 4 plaques presque invisibles disposées en carré autour du point central. Il retourna au centre de la pièce. « Yorantoi Achonzons. »« Ok, mon garçon, recule, » dit-il doucement. Ghost, qui gémissait encore, s'écarta à contre-cœur, suivant la séquence indiquée dans les notes de Caleb. Marcus marcha sur les plaques dans le bon ordre, en haut à droite, en bas à gauche, en haut à gauche, en bas à droite. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis il entendit un léger clic et le gémissement ultrasonique cessa. Ghost se détendit immédiatement, secouant la tête comme pour s'éclaircir les idées.
Une jointure à peine visible brillait d'une douce lumière bleue, traçant le contour d'une grande section circulaire du sol. Avec un bourdonnement presque silencieux de puissants systèmes hydrauliques, toute la section descendit dans le sol, révélant un escalier en colimaçon menant dans l'obscurité. Marcus fixa l'abîme, submergé par une nouvelle vague d'admiration. La cabane dans les arbres qu'il avait passé des jours à explorer n'était que la façade publique. Les véritables secrets étaient enfouis plus profondément, entrelacés avec les racines mêmes du géant qui les abritait. Avec Ghost sur ses talons, il descendit l'escalier. Des détecteurs de mouvement déclenchèrent d'ondes de douce lumière qui éclairèrent dans leur chemin, révélant des murs de béton armés entrelacés entre les racines massives et anciennes du séquoia. C'était comme marcher dans le cœur d'un dieu endormi. L'air devint plus frais, plus pur. L'escalier débouchait sur un espace qui faisait passer les laboratoires en surface pour une exposition scientifique de lycée. C'était un véritable centre de commande, plus grand et plus avancé que tous les laboratoires situés au-dessus. Il s'agissait d'une vaste salle circulaire construite dans une caverne formée par les racines de l'arbre. Un écran incurvé massif dominait l'un des murs actuellement sombres. Des postes de travail étaient là disposés en demi-cercle et des prototypes de technologie encore plus avancés que celles du dessus étaient exposés dans des vitrines climatisées. Alors qu'ils entraient au centre de la pièce, l'écran principal s'alluma. Le visage de Caleb. Ce n'était pas un enregistrement tiré d'un journal, mais un message programmé pour être diffusé uniquement lorsque cette pièce était accessible. Il regardait directement la caméra, l'air sérieux, mais ses yeux reflétaient une profonde fierté. « Marcus », dit sa voix enregistrée, qui résonna dans la vaste salle souterraine. « Si vous voyez ceci, cela signifie que vous et Ghost avez réussi. Cela signifie que vous avez prouvé que vous pouvez écouter, que vous pouvez faire confiance. Bienvenue au cœur du projet. Il s'agit d'une section de la crypte d'Hélice. » L'image de Caleb fut remplacée par une carte en 3 dimensions du monde, brillant dans l'obscurité. 12 points lumineux clignotaient à travers le globe. « Au cours des 15 dernières années, je n'ai pas travaillé seul, » continua la voix de Caleb. « Le centre de recherche que vous avez découvert que cette cabane dans les arbres n'est qu'une des 12 installations similaires à travers le monde. Nous sommes un réseau mondial, une coalition discrète de scientifiques et d'ingénieurs qui partagent une vision commune. Développer une technologie durable et librement accessible à toute l'humanité. » L'écran s'est éteint, laissant Marcus et Ghost debout dans le silence de la chambre secrète, le poids d'une mission mondiale pesant sur eux. La carte holographique du monde pulsait d'une douce lumière bleue, projetant une lueur éthérée à travers le centre de commande souterrain. Les 12 points lumineux dispersés à travers les continents et les océans représentaient une promesse secrète, un espoir caché pour l'humanité. Marcus se tenait devant elle, l'ampleur du travail de Caleb. Il n'était pas seulement l'héritier d'une simple cabane isolée dans les arbres, il était l'héritier d'une clé donnant accès à un royaume mondial de l'innovation. Ghost, qui avait descendu les escaliers avec une confiance tranquille, sembla maintenant percevoir le changement monumental dans leur réalité. Le chien se tenait à côté de Marcus, le corps un peu plus raide, la tête un peu plus haute. Il poussa un gémissement doux, non pas de détresse, mais de profonde compréhension, comme si la carte lumineuse parlait une langue qu'il connaissait. Sur la console principale, une nouvelle icône était apparue. Un globe stylisé avec des lignes interconnectées, réseau actif. Caleb lui avait laissé la clé et lui avait maintenant montré la porte. C'était à Marcus de la franchir. Après avoir pris une profonde inspiration pour se calmer, il toucha l'icône. L'écran géant devant eux scintilla, puis se divisa en 3 fenêtres distinctes. Dans chacune d'elles, un visage apparut en direct et en temps réel. Le premier était un homme aux traits aimables et buriné avec un sourire chaleureux et intelligent. Il avait des cheveux bouclés foncés parsemés de gris et portait une chemise simple de couleur sable. L'arrière-plan montrait un paysage aride baigné de soleil à travers une fenêtre. Une légende apparut sous lui. Dr Eris Thorne, station de recherche du désert du Maroc. La deuxième fenêtre montrait une femme aux yeux analytiques et aux cheveux blonds tirés en arrière en un chignon sévère. Elle portait une blouse de laboratoire blanche et derrière elle se trouvaient des appareils complexes de surveillance atmosphérique. Son expression était celle d'une inquiétude prudente. La légende disait « Dr Lena Petrova, laboratoire alpin suisse ». Le troisième était un homme plus jeune au visage lumineux et énergique. Son arrière-plan était un vert tropical luxuriant. Il s'agissait du docteur Kenji Tanaka, de l'installation des îles Philippines. Pendant un instant,
Ils se contentèrent de se regarder à travers le vide du cyberespace. Ce fut Eris, depuis le Maroc, qui rompit le silence. Sa voix était empreinte d'un profond soulagement là. « Caleb » demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir, avant que son visage ne s'assombrisse légèrement lorsqu'il vit les traits tocrants de Marcus. « Numéro, tu n'es pas lui, qui es-tu » ? « Je m'appelle Marcus Thorne » répondit Marcus, sa voix semblant petite dans la vaste salle. « Caleb était mon ami, il m'a laissé cet endroit. » Une vague de chagrin et de compréhension mutuelle passa entre les trois scientifiques. Les traits anguleux de Lina Petrova s'adoucit. Nous le craignions. Nous avons perdu contact avec lui il y a plus d'un mois. Nous savions que quelque chose n'allait pas. Ses protocoles de sécurité étaient absolus. La seule façon pour que vous soyez là, c'est qu'il vous ait désigné comme son successeur. Honneur et nous sommes vraiment désolés pour votre perte. Marcus Kenji ajouta depuis les Philippines, le visage sombre malgré sa jeunesse. Pour nous, Caleb était le cœur de ce réseau. Il était notre leader. Il m'a parlé du réseau dans un dernier message, expliqua Marcus. Je ne savais pas que c'était ce qu'il voulait que le monde pense, dit Lena, retrouvant son ton analytique. C'était sa meilleure protection, mais cette protection est en train de faillir, la pression augmente. GeoCorp Innovation nous cible tous depuis que nous avons perdu contact avec Caleb. La situation a empiré, c'est comme s'ils avaient senti une faiblesse. Harry s'acquiesça. Ils essaieront de nous isoler, mais nous n'avons pas chômé ces derniers mois. Caleb coordonnait une nouvelle stratégie. Nous avons secrètement fait pression sur nos contacts au sein du programme des Nations Unies pour l'environnement, leur fournissant des données pour monter un dossier pour obtenir une protection juridique à l'échelle mondiale, mais sans lui pour nous guider, nos efforts ont stagné et les amendes... Oh, le poids de leurs mots pesait lourdement sur Marcus. Ce n'était pas une menace lointaine, c'était une attaque active et coordonnée contre tout ce que son ami avait construit. Il se tenait au centre névralgique d'une guerre silencieuse. C'est Lena qui a posé la question qui flottait dans l'air. Caleb t'a choisi pour une raison, Marcus. Son protocole final était clair. En cas de décès, son successeur désigné est invité à assumer son rôle de coordinateur nord-américain. Elle le regarda intensément, son regard perçant. Le réseau a besoin de retrouver son cœur. Nous avons besoin d'un leader. Nous te demandons d'être ce leader. L'offre flottait dans la salle silencieuse. Marcus sentit une vague de panique le submerger. Lui, un leader, il était un soldat brisé qui avait passé les 7 dernières années à essayer de disparaître. Il savait comment suivre les ordres, comment survivre, mais il ne savait pas comment diriger un réseau mondial de génie. « Je ne suis pas ingénieur », balbutia-t-il, se sentant incompétent. « Je ne suis pas scientifique, je ne sais rien de la coordination de la recherche. Caleb nous a parlé de vous, dit doucement Eris. Il a dit que vous étiez l'homme le plus honorable qu'il ait jamais connu. Il a dit que vous aviez une intégrité inébranlable. C'est ce dont nous avons besoin, Marcus, pas d'un autre scientifique. Nous en avons déjà beaucoup. Nous avons besoin d'un gardien, quelqu'un qui protège la mission, qui prenne les décisions difficiles pour les bonnes raisons. C'est ce que Caleb a fait, et c'est ce que nous pensons que vous pouvez faire. » Alors qu'il se tenait là, paralysé par l'énormité du choix, il sentit une petite poussée sur sa main. Ghost le regardait, ses yeux ambrés fixes. À cet instant, le chien n'était plus seulement un compagnon, il était le lien avec la foi de Caleb, l'incarnation vivante de la confiance que son ami avait placée en lui. Comment pouvait-il refuser ? « Je le ferai, dit Marcus, les mots sortant avec plus de force qu'il n'en ressentait. Je ferai de mon mieux pour protéger cette mission, One for Man. » Un soupir de soulagement collectif parcourut les trois scientifiques à l'écran. Pour la première fois, le sourire d'Eris atteignit ses yeux. « Bienvenue dans le réseau, Marcus. Nous avons beaucoup de travail à faire. » L'appel prit fin, laissant Marcus seul une fois de plus dans le centre de commandement. La carte holographique semblait vibrer d'une nouvelle énergie, d'un nouveau poids. Il n'était plus seulement un héritier. Il était un coordinateur, un leader, un gardien. Le changement était palpable, il le sentait au plus profond de lui-même, comme la reprise d'un feu qu'il croyait éteint depuis longtemps. Et il n'était pas le seul à le ressentir. Ghost, qui se tenait à ses côtés, commença à bouger. Il quitta Marcus et commença à patrouiller lentement et délibérément dans la vaste salle, le nez au sol, les oreilles entournées pour capter chaque bruit. Il fit le tour du périmètre, mouvement précis et professionnel, puis il monta l'escalier en colimaçon. Marcus le suivit avec les caméras internes. Il regarda Ghost patrouiller méthodiquement chaque niveau de la cabane, du laboratoire d'énergie situé haut dans la canopée au laboratoire d'eau à sa base, avant de retourner dans la chambre forte secrète. Il semblait comprendre que son maître n'était plus seulement un homme en fuite, mais un homme avec une mission. Et un homme avec une mission avait besoin de son propre gardien.
Le rôle de Ghost avait également changé. Il n'était plus seulement un compagnon offrant du réconfort, mais un soldat montant la première garde sur un nouveau front dangereux. Les semaines qui suivirent l'acceptation par Marcus, les pédaleansi, et ces journées s'est remplies de vidéoconférences sécurisées avec le réseau mondial, absorbant des décennies de recherche, apprenant la danse complexe de la coordination d'une révolution scientifique clandestine. Pour la première fois depuis des années, son esprit était vif, concentré et engagé. Il était à nouveau un soldat, mais cette fois, sa mission était de construire, pas de détruire. La cabane dans les arbres bourdonnait autour de lui, témoignage vivant du rêve de son ami, et Marcus commença à ressentir quelque chose qu'il pensait avoir perdu à jamais, l'espoir. Puis GeoCorp lança son offensive. Elle commença soudainement par un article de blog sur un site web technologique obscur, puis par un éditorial dans un journal économique régional. Le langage était prudent, rempli de double langage corporatif, mais le message était clair, une source anonyme, un vétéran en difficulté, avait hérité d'une technologie environnementale potentiellement instable et dangereuse dans la campagne de l'Oregon. Les articles soulevaient des questions sur la sécurité et la surveillance du danger que représentaient de telles innovations tombant entre de mauvaises mains. Marcus les rejeta d'abord comme du bruit corporatif, mais puis la campagne s'est intensifiée au cours des semaines suivantes. Les articles ont commencé à apparaître dans des médias plus grand public. Ils ont commencé à utiliser son nom et ont déformé son éminente carrière militaire, présentant sa libération honorable en 2018 comme un signe d'instabilité. Les gros titres hurlaient sur son écran. Un vétéran atteint de SSPT garde un arsenal technologique radical. Des questions se posent sur le jugement de Sterling dans un héritage bizarre. Il le dépeignait en Dassault comme un reclus instable, un homme incapable de garder une boîte d'allumettes, sans parler d'un centre de recherche de plusieurs millions de dollars. Chaque mot était un coup soigneusement ciblé, destiné à éroder sa crédibilité et à semer la peur dans l'opinion publique. La nature personnelle des attaques le touchait profondément, rouvrant de vieilles blessures qu'il pensait avoir commencé à guérir. La solitude tranquille qu'il avait autrefois recherchée était désormais utilisée contre lui, déformée pour prouver sa prétendue instabilité. Lors d'un appel réseau, il partagea les articles, le visage sombre. Lina Petrova, depuis son laboratoire dans les Alpes suisses, acquiesça d'un signe de tête, familière de cette situation. C'est leur stratégie, Marcus. Ils ne peuvent pas attaquer la science suffisamment, alors ils s'en prennent aux scientifiques, ou dans ce cas-ci, aux gardiennes. Ils ont fait la même chose à Caleb pendant des années, le décrivant comme un ermite excentrique, un scientifique fou. Maintenant, ils s'en prennent à toi. Nous ne pouvons pas les laisser contrôler le discours, insista Harry Storm depuis le Maroc, son visage aimable marqué par l'inquiétude. Le silence serait perçu comme un aveu de culpabilité. Marcus savait qu'ils avaient de raison. Se cacher n'était plus une option. Plus une option. Il avait passé des années à essayer d'être invisible, mais pour protéger l'héritage de Caleb, il devait sortir de l'ombre, il devait riposter. « Je vais tenir une conférence de presse, Nankhorst, annonça-t-il, sa décision se concrétisant au fur et à mesure qu'il prononçait ces mots, ici même, dans la cabane. Je vais leur montrer ce qu'est vraiment cet endroit. Avec l'aide du réseau, ils sélectionnèrent avec soin et invitèrent un petit groupe des journalistes environnementaux indépendants les plus respectés au monde. Ce n'étaient pas des porte-paroles d'entreprises, mais des chercheurs de vérité, des reporters qui avaient rabattu leur carrière sur l'intégrité. Le jour de la conférence de presse, l'atmosphère dans la cabane était lourde d'anticipation. Marcus se tenait dans le laboratoire principal, vêtu d'une chemise à carreaux propres, les mains jointes derrière le dos pour cacher leur léger tremblement. Ghost était assis à ses côtés, présence calme et rassurante. Le chien semblait sentir la gravité du moment, sa posture alerte mais détendue, ses yeux ambrés observant chaque mouvement avec une intelligence tranquille. Les journalistes arrivèrent, un groupe de 4 hommes et femmes, leurs expressions mêlant scepticisme et curiosité intense. Marcus les conduisit à travers l'entrée et dans le laboratoire principal. Des exclamations de surprise parcoururent le groupe lorsqu'ils découvrirent l'ampleur et la sophistication des installations. « Bienvenue au Centre de coordination nord-américain du Réseau mondial pour la durabilité », commença Marcus, sa voix résonnant légèrement dans le vaste espace. « Je m'appelle Marcus Thorne. Vous avez probablement lu des choses à mon sujet récemment. Vous avez lu que je instable, que cet endroit est dangereux. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que ces choses sont fausses. Je vais vous le montrer.
Il les conduisit vers le système de purification de l'eau. Il prit un bécher rempli d'eau brune et trouble provenant d'un ruisseau dans la forêt. C'est pour possibilis opas opa, voici l'eau du ruisseau à l'extérieur, expliqua-t-il. Il ouvrit ensuite un robinet à l'autre extrémité du système et remplit un autre bécher d'eau cristalline. Il but une grande gorgée, puis le tendit au journaliste. Une femme au regard perçant, réputée pour ses reportages intrépides, but une gorgée hésitante, puis écarquilla les yeux de surprise. Il les a ensuite conduits au niveau supérieur pour leur montrer les données en temps réel provenant des capteurs solaires en forme de feuilles. Comme vous pouvez le voir, a-t-il dit en montrant les chiffres lumineux, toute cette installation, y compris le centre de commande souterrain, fonctionne à 100% avec une efficacité énergétique renouvelable. En fait, par une journée ensoleillée comme aujourd'hui, nous produisons un surplus d'énergie qui est stocké dans nos systèmes de batteries de nouvelle génération. Il s'est exprimé simplement, sans jargon technique, expliquant la mission de Caleb avec une honnêteté sincère et brute. Il leur a parlé de la désillusion de son ami face au monde des affaires, de son rêve de créer une technologie au service des gens et non du profit. L'un des journalistes, un homme à la barbe grisonnante, a pointé du doigt le magnifique chien aux côtés de Marcus. Et lui, quelle est son histoire ? Marcus a baissé les yeux vers Ghost, un sourire sincère touchant ses lèvres pour la première fois. Voici Ghost. C'était mon chien d'assistance et il a été le compagnon de Caleb ici depuis des années. Il est l'incarnation vivante de ce que représente cet endroit. La loyauté, le service et une confiance inébranlable dans le fait de faire ce qui est juste. Pendant qu'il parlait, Ghost leva les yeux vers lui, puis lui donna un petit coup de langue rassurant sur la main. Ce geste d'affection simple et profond sembla captiver les journalistes plus que n'importe quelle technologie de pointe. C'était un moment de pure vérité, sans scénario, qu'aucune campagne de dénigrement ne pouvait ternir. Pour la dernière partie de la visite, il leur montra les plans des maisons autonomes. C'était l'objectif ultime de Caleb. Objectif ultime de Caleb, dit Marcus, la voix chargée d'émotion. Il ne s'agit pas seulement de fournir aux gens de l'eau potable ou de l'énergie propre, mais aussi de leur donner la liberté. La liberté de vivre en harmonie avec notre planète, d'être indépendants des systèmes qui nous font si souvent défaut. Cette technologie n'est pas à vendre, car elle n'a jamais été conçue comme un produit, mais comme un cadeau. La conférence de presse s'est terminée non pas par une avalanche de questions, mais par un moment de silence respectueux. Les journalistes ont regardé tour à tour l'incroyable technologie et le visage honnête et fatigué le vétéran et au noble chien à ses côtés. Ils étaient venus s'attendant à trouver un homme troublé, gardant précieusement des secrets dangereux. Les killers avaient trouvé un gardien protégeant un beau rêve. La conférence de presse fut un succès retentissant. Les articles qui en résultèrent ne parlaient pas d'un vétéran troublé, mais d'un gardien dévoué. Ils évoquaient la vision brillante de Caleb, l'incroyable promesse que recelaient les murs de la cabane dans les arbres et le noble chien qui symbolisait l'intégrité du projet. Pendant plusieurs semaines, une paix fragile s'installa dans la forêt. Les attaques en ligne cessèrent, les avis juridiques ne parvenaient plus, et le réseau put partager des informations et coordonner ses recherches sans la menace constante d'ingérence. Ce fut une brève lueur d'espoir, et Marcus se permit de croire pour la première fois qu'il pourrait réellement gagner. L'illusion fut brisée un mardi matin froid et gris. Ghost fut le premier à s'en rendre compte. Il somnolait au pied de l'escalier en colimaçon lorsqu'il se redressa brusquement. Un grognement profond et guttural vibrait dans sa poitrine. Ses poils étaient enterrissés et ses yeux fixés sur l'entrée principale. Marcus, qui travaillait à la console du centre de commandement souterrain, vit l'alerte du chien état d'alerte sur son écran de sécurité. Il monta les escaliers en courant, le cœur battant à un rythme effréné et familier contre ses côtes. À travers les fenêtres ambrées, haut dans l'arbre, il les vit. Un convoi de SUV noirs et de fourgonnettes banalisées serpentait sur la route d'accès cachée, leur moteur émettant un grondement grave et menaçant qui perturbait le calme de la forêt. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement de quelques observateurs, mais d'une véritable force. Il activa immédiatement de lourds panneaux renforcés, camouflés à l'extérieur par de l'écorce, se mirent en place devant les fenêtres, plongeant l'intérieur dans la lumière artificielle et froide des systèmes. Sur l'écran principal, les capteurs externes fournissaient une image claire. Une importante équipe d'hommes en tenue tactique sombre, arborant le logo de Geocore sur leurs manches, formait un périmètre autour du séquoia géant. Avec eux se trouvaient 2 hommes en costume sombre, le visage grave et officiel, et à leur tête se tenait Evelyn Reed. Elle se tenait devant l'entrée camouflée,
Un mégaphone à la main, l'expression d'une victoire froide et triomphante. Marcus Thorne, sa voix amplifiée résonna, le son étouffé mais clair à travers les murs épais. Nous avons un mandat fédéral pour fouiller ces locaux. Cette installation fait l'objet d'une enquête pour des raisons de sécurité nationale et pour héberger une technologie non réglementée et potentiellement dangereuse. Vous avez l'ordre d'ouvrir la porte et de remettre l'installation. Un appel est arrivé sur la ligne sécurisée. C'était Lena Petrova, le visage pâle d'inquiétude. Marcus, ils êtes aussi en Suisse. Harris et Kenji rapportent Maroc la même chose. C'est un raid mondial. Coordonné. C'était donc ça, le dernier geste désespéré d'un prédateur acculé. Ils n'avaient pas réussi à gagner devant l'opinion publique, alors ils avaient utilisé leurs relations politiques pour faire peser toute la force de l'État sur eux. Monsieur Thorne, vous avez 5 minutes pour vous conformer avant que nous soyons obligés de faire une entrée dynamique. La voix d'Evelyn se brisa à nouveau. Marcus baissa les yeux vers Ghost qui se tenait à côté de lui, statue silencieuse et immobile à la fourrure grise et blanche. Le chien n'était pas agressif, mais tous les muscles de son corps étaient entendus, prêts à bondir. Il attendait l'ordre de son maître. La panique, froide et aiguë, tenta de s'emparer de Marcus. Il était en infériorité numérique, en infériorité d'armes et acculé. Son instinct primitif, celui qui lui criait de survivre, lui disait d'abandonner, mais il regarda alors la carte holographique dans le centre de commandement, les 12 points lumineux représentant ses amis, ses alliés, tous confrontés à la même menace à ce moment précis. Il pensa au visage de Caleb, la confiance dans ses yeux. Il était le gardien, et un gardien n'abandonne pas son poste. Il redescendit au centre de commandement souterrain, suivi de si près par le fantôme que celui-ci effleura la jambe de Marcus à chaque pas. Il contourna les contrôles de sécurité locaux et accéda à un système qu'il n'avait étudié qu'en théorie, le réseau de diffusion mondial. Il s'agissait d'un système crypté sécurisé que Caleb avait conçu pour relier les 12 installations capables de diffuser, en direct à toutes les grandes chaînes d'information et plateformes en ligne du monde. C'était un dispositif de sécurité, une dernière défense désespérée. « Ils veulent montrer », murmura Marcus à Ghost, les doigts volant sur le clavier. « Donnons-leur une chance », il activa le système. Un petit voyant rouge sur la console se mit à clignoter. « Diffusion active ». Il activa ensuite le son externe. Sa voix calme et claire allait désormais être entendue, non seulement par les personnes à l'extérieur, mais aussi par le monde entier. « Je m'appelle Marcus Thorne », commença-t-il. « Je vous parle depuis un centre de recherche privé dans l'Oregon. Au moment où je vous parle, ce centre et 11 autres similaires à travers le monde sont assiégés par les services de sécurité d'une société appelée Geocore Innovations, accompagnée de des agents gouvernementaux agissant sur la base d'un mandat obtenu sous de faux prétextes. À l'extérieur, le visage d'Evelyn Reed, visible sur les écrans de sécurité, se figea dans une expression de choc et de fureur. Depuis des semaines, Geocore tente de me forcer à leur vendre les technologies développées ici, poursuivit Marcus, sa voix résonnant d'une force qu'il ne. Il ne savait pas qu'il possédait des technologies conçues par Parton pour fournir gratuitement de l'eau potable, de l'énergie, durable et la sécurité alimentaire au monde entier. Lorsque leurs offres financières ont échoué, ils ont lancé une campagne médiatique pour me discréditer. Lorsque cela a échoué, ils ont eu recours à cet acte d'intimidation. Une tentative de prendre le contrôle de ces innovations par la force. C'est lui. Il a basculé la vidéo vers une caméra externe montrant les hommes armés entourant le géant Redwood. Il ne s'agit pas de sécurité nationale, mais de cupidité des entreprises. C'est ce qui arrive lorsque le rêve d'un monde meilleur menace les profits des puissants. Ils ne sont pas là pour vous protéger. Ils sont là pour protéger leurs résultats financiers. Il a baissé les yeux vers Ghost qui se tenait à côté de la console et le regardait. Il a posé une main sur la tête du chien. L'image du vétéran et de son fidèle chien tenant tête à une armée d'entreprises anonymes était désormais diffusée à des millions de personnes. « Mon ami Caleb Sterling a donné sa vie pour cette mission », a déclaré Marcus d'une voix émue mais inébranlable. Il croyait que les meilleures idées de l'humanité devraient appartenir à tout le monde. Geocore estime qu'elles devraient appartenir aux plus offrants. Aujourd'hui, le monde doit décider qui a raison. L'impasse n'était plus une confrontation privée dans une forêt isolée, c'était un événement mondial. C'était la dernière goutte, le dernier acte désespéré qui allait exposer au monde entier les intimidations de Geocore, et Marcus, avec son fidèle compagnon à ses côtés, ne reculerait pas. Le monde retenait son souffle. La voix, rauque et assurée, résonnait sur des millions d'écrans, un seul point de résistance contre une machine corporative mondiale.
L'image du vétéran solitaire et de son chien fidèle devint instantanément un symbole puissant. La retransmission en direct n'était plus seulement une émission, c'était un référendum mondial sur l'avenir de l'innovation. La réaction fut immédiate et écrasante. Le hashtag Guardians of Hope, gardiens de l'espoir, lancé par un petit groupe environnementaliste qui suivait la situation, explosa sur les réseaux sociaux. Les alliés du réseau qui s'étaient préparés pour ce moment ont déclenché une tempête de soutien coordonné. Les organisations environnementales ont mobilisé des manifestations éclairs devant les bureaux de Jocor, de New York à Tokyo. Les institutions universitaires ont publié des déclarations condamnant les tactiques musclées de l'entreprise et vérifiant la validité scientifique des travaux de Caleb sur les moniteurs de sécurité. Marcus a regardé la scène à l'extérieur de la cabane, dans les arbres sombrés, dans le chaos pour Geocore. Le visage d'Evelyn Reed, autrefois masqué par une froide victoire, était désormais pâle de rage et d'incrédulité alors qu'elle aboyait dans son téléphone. Les responsables, gouvernementaux qui l'accompagnaient, fléchissaient visiblement sous l'intense pression publique, leur autorité s'évaporant à chaque minute qui passait. Le vent a tourné de manière décisive lorsqu'un appel est arrivé à la cabane, non pas sur la ligne sécurisée du réseau, mais sur un canal public relié par une organisation de presse amie. L'appelant s'est présenté comme un représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement. Monsieur Thorne a déclaré d'une voix calme et autoritaire désormais audible dans le monde entier, l'ONU surveille le travail de ce réseau depuis plusieurs années. Sur la base des informations fournies par vos collègues, nous reconnaissons que ces technologies ne sont pas des actifs d'entreprise, mais une partie vitale de notre, désormais audible dans le monde entier, déclara « L'ONU surveille les activités de ce réseau depuis plusieurs années. Sur la base des informations fournies par vos collègues, nous reconnaissons que ces technologies ne sont pas des actifs commerciaux, mais une partie essentielle de notre patrimoine mondial commun. Nous intervenons officiellement et émettons une ordonnance de protection d'urgence temporaire gelant toutes les actions judiciaires et civiles contre votre réseau en attendant une audience complète. » Cette annonce porta un coup fatal aux opérations de Geocore. Le prétexte juridique fragile de leur mandat s'évanouit face à de l'intervention internationale. En moins d'une heure, les fonctionnaires ont reçu de nouveaux ordres et ont officiellement retiré leur soutien, laissant Evelyn Reed et son équipe de sécurité isolés et exposés. Vaincus. Ils n'avaient d'enfin d'autre choix que de battre en retraite. Leur convoi de SUV noirs a regagné la route forestière dans un cortège humiliant d'échecs. Un silence profond et absolu s'est à nouveau abattu sur la forêt. Marcus se tenait dans le centre de commandement, l'adrénaline s'écoulant lentement de son corps, laissant place à une profonde fatigue. Il s'est effondré à genoux et enlaça le cou épais de Ghost, enfouissant son visage dans la fourrure grise et blanche du chien. Ghost gémit doucement et se blottit contre lui. Véritable ancrage vivant dans un monde qui venait d'être bouleversé. Ils avaient réussi. Ils avaient en tenu bon. Les mois qui suivirent témoignèrent de la puissance d'un seul acte de défi. L'ordre temporaire de l'ONU devint permanent. Les technologies du réseau du réseau furent officiellement désignées comme patrimoine environnemental international, à jamais à l'abri du contrôle des entreprises. Jocor, paralysé par le désastre en matière de relations publiques et confronté à de multiples enquêtes, fut contrainte à une restructuration massive, sa réputation en lambeaux. La cabane dans les arbres fut transformée, les panneaux de verrouillage furent retirés de façon permanente et l'installation autrefois secrète devint un symbole d'espoir. Des scientifiques, des ingénieurs et des leaders communautaires du monde entier firent partir le pèlerinage vers la forêt de l'Oregon, non pas en tant que touristes, mais en tant qu'étudiants et collaborateurs. Marcus, le gardien réticent, devint un leader respecté. Il passait ses journées à coordonner avec un réseau mondial partageant les innovations de Caleb et en aidant les communautés à mettre en œuvre les technologies qui changeaient désormais des vies. Il n'était plus l'homme hanté vivant dans une cabane louée. Il avait trouvé sa raison d'être, non pas sur un champ de bataille, mais dans une forêt tranquille poursuivant le travail d'un ami disparu. Les fantômes de son passé étaient toujours là, mais ils étaient plus discrets désormais, leur voix étouffée par le bourdonnement du progrès et les rires des enfants d'un village lointain qui avait désormais de l'eau potable à boire. Ghost restait son compagnon fidèle. Le noble berger allemand était devenu une icône à part entière, un symbole bien-aimé de la loyauté inébranlable du réseau envers sa mission. Il s'allongeait souvent au pied-banc de Marcus. Sa présence calme était rassurante pour les gens des quatre coins du globe. Il était le cœur tranquille et régulier de toute l'opération.
Un après-midi d'automne, quelques mois après la confrontation, Marcus et Ghost se tenaient en Tlön sur la plus haute plateforme d'observation de la cabane dans les arbres, regardant la canopée. La forêt était une explosion de couleurs, l'air était pur et frais dans la vallée en contrebas. La petite ville de Havenwood était en pleine transformation. Des panneaux solaires construits à partir des ornaient désormais les toits et une nouvelle serre communautaire utilisant les systèmes hydroponiques de la cabane fournissait des aliments frais à tout le monde. Marcus baissa les yeux vers le chien dont les yeux ambrés étaient fixés sur l'horizon. « Tu serais fier, mon garçon, dit Marcus doucement. Tu serais si fier de ce que nous avons tous construit ensemble. C'est rafraîchissant, c'est raffiné. » Ghost leva les yeux vers lui, remuant lentement et doucement la queue. Il donna un petit coup de tête à la main de son maître, un simple geste de compréhension mutuelle. Ils avaient hérité d'une cabane dans les arbres que les gens jugeaient sans valeur, mais ils avaient contribué à créer un monde où l'eau potable, l'énergie renouvelable et l'espoir n'avaient pas de prix. La mission de Caleb était sauvegardée. Son héritage n'était plus un secret caché dans un arbre, mais une force vivante et croissante pour le bien, nourrie par une communauté mondiale et protégée en permanence par un gardien fidèle et son chien loyal. L'héritage était éternel. Dans les moments calmes de la vie, nous découvrons souvent que la véritable richesse n'est pas ce que nous possédons, mais la loyauté que nous partageons et le but que nous défendons. Un compagnon fidèle peut nous rappeler que même après la perte la plus profonde, une nouvelle mission peut nous donner une raison de nous battre à nouveau. Si le lien entre Marcus et Ghost a touché votre cœur, nous vous invitons à partager leur histoire avec d'autres. Votre soutien, à travers vos likes et vos abonnements, nous permet de mettre en lumière d'autres récits de courage, et vos commentaires nous montrent que nous avons créé un lien. Notre toute dernière histoire vous attend dès maintenant, juste ici, sur votre écran.